T'imagines pas le nombre de personnes qui disent ouais mais je vais plus être aimé, je vais être jalousé, je vais être si par mes amis et tout ça. Écoute, toi tes amis, est-ce que t'as envie qu'ils aient une belle vie et qu'ils réussissent, ou t'as envie qu'ils restent modestes pour pas te faire de l'ombre? Si tu veux qu'ils restent modestes pour pas te faire de l'ombre, ce ne sont pas des amis. À un moment donné, on fait la part des choses. C'est quoi qui te rend réellement heureux? Je suis serein, j'ai 100 000, oui, puis dès que ça passe à 90 000, à 80 000, ils se mettent à surstresser. Donc tu vois, c'est encore un lien de dépendance. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Alors ça y est, l'enregistrement démarre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, le sujet, je ne sais même pas s'il y en a d'autres, je crois que c'est le sujet principal. Je ne sais pas de quoi on pourrait parler d'autres. Non, sans blaguer, Christian, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à Isabelle de nous avoir présenté, mon amie Isabelle Payot, qui m'a dit que je devais absolument faire un épisode avec toi. Bah ça y est, on y est. Donc voilà, merci à Christian d'avoir accepté. Ça me fait super plaisir. Merci à toi Gérald. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Christian, s'il te plaît? Donc je suis donc suisse effectivement, donc je suis économiste de formation, j'ai travaillé 23 ans dans la plus grande banque suisse, dont 17 ans comme conseiller en placement financier. Donc moi j'ai eu affaire à ceux qui avaient nettement plus d'argent que la moyenne, qu'ils soient suisses, qu'ils soient étrangers, principalement français d'ailleurs. Et puis j'ai changé de métier, j'ai commencé à faire un peu de coaching les 2 dernières années dans la banque et j'ai été licencié en 2009 suite à la fameuse crise subprime avec un paquet d'autres personnes. Et puis depuis 2010, j'ai décidé que j'allais faire plus que ce que j'aimais et soit accompagner les êtres humains sous différentes approches. Et la relation à l'argent, c'est comme imposé à moi, même si ce n'était pas mon projet de départ, parce que j'avais eu la chance de connaître Peter Koenig, qui est un Anglais qui vit à Zurich, qui a fait des années de recherche sur ce thème-là, des années 80-90. J'étais déjà son organisateur à l'époque d'ateliers, 2 fois par année. Et puis j'ai suivi tous ces ateliers avec lui et sans le savoir, je me suis imprégné de sa manière de faire. Et il m'a proposé en 2010 de m'y mettre moi aussi, à côté de ce que je faisais déjà. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment mon thème, mon cheval de bataille, et que je dirais que toute mon expérience bancaire trouvait son sens dans ce thème de la relation à l'argent. Donc j'interviens autant sur Internet qu'en présentiel, en toute la francophonie. Et puis j'ai écrit et coécrit 4 livres, dont Ce que l'argent dit de vous, qui est vraiment mon livre de base sur la relation à l'argent. Est-ce que tu rencontres un public différent de ce que tu étais habitué de voir dans ta précédente carrière, dans ton début de carrière du moins? Est-ce que c'est d'autres problématiques ou est-ce qu'au contraire, c'est une suite logique, c'est les mêmes personnes que tu accompagnes aujourd'hui? Alors non, j'ai un public complètement différent qui n'a juste rien à voir du tout. Je dirais, et d'ailleurs même mes anciens collègues banquiers, ce serait bien qu'ils viennent faire des ateliers avec moi, je pense, mais j'en ai vu 1 ou 2 venir en général sur 12 ans, donc c'est pas beaucoup. Donc c'est complètement différent parce que si tu veux, avant les gens venaient plutôt vers moi pour de la gestion de fortune, des conseils financiers. Et aujourd'hui, moi je suis plus sur le lien avec l'argent, c'est vraiment les comportements avec l'argent, les décrypter et les transformer, c'est-à-dire autant la peur de manquer qui est une grande problématique, vraiment la plus grande problématique dès qu'il s'agit d'argent, mais aussi la difficulté à se valoriser, ceux qui ont des dépenses compulsives, ceux qui ont des plafonds de verre, qui ont quelque part des blocages pour s'autoriser à avoir plus grand, à mieux réussir son projet professionnel. Et je dirais qu'avec le temps, même si je touche tous les publics, je consacre un peu plus de mon énergie avec les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, parce que je trouve que ce sont eux qui sont le plus confrontés aux questions d'argent. Dès le moment où tu dois générer toi-même tes propres revenus par opposition à ceux qui ont revenus qui tombent chaque fin de mois, comme c'était mon cas pendant 23 ans, ça fait quand même une différence dans la vie. Chez les entrepreneurs, tu trouves quel est pour toi le pain point que tu retrouves dans la majorité chez la majorité des gens que tu accompagnes? Outre la peur de manquer, qui est globalement, je dirais, la problématique numéro 1 dès qu'il s'agit d'argent, je dirais, à mon avis, tous les entrepreneurs ont des problèmes de plafond de verre. Plafond de verre que moi je dirais qui se manifeste autant en termes de limitation, en termes de revenus de ce que je m'autorise à gagner, mais aussi, et beaucoup, et c'est associé aussi quelque part, c'est une limitation en termes de réussite. Pour beaucoup, c'est comme si j'avais droit, je pouvais m'autoriser à avoir un peu de réussite, un peu de succès, mais tu vois, le grand succès, la grande réussite, c'est comme si ça m'était interdit en quelque sorte. Et que quelque part, ils vont justement plafonner leur réussite, donc leur revenu aussi,
parce que pour X et Y raison, dans leur histoire de vie, ils pensent qu'ils n'y ont pas droit, inconsciemment en général. C'est pas conscient, c'est vraiment inconsciemment. C'est plus, si tu veux, en fait, ces plafonds de verre, on les voit plus en observant ce qui se passe dans ma réalité qu'à l'avance, tu vois. Je me dis, tiens, j'ai beau faire plus d'efforts, j'ai beau faire plus de pubs, je ne sais pas quoi, j'ai mes revenus qui plafonnent. Quand je dis mes revenus, c'est pas le chiffre d'affaires, hein. C'est vraiment ce qui me reste à moi, parce que certains peuvent doubler leur chiffre d'affaires, mais n'ont pas plus d'argent pour eux. C'est dans ce sens-là qu'il y a un plafond de verre, ou qui dit, c'est dingue, avec tout ce que je fais, mon business ne décolle pas. Donc c'est là qu'ils voient qu'il y a un plafond au niveau réussite, tu vois, et là on pourra peut-être en échanger si ça t'intéresse. Il y a un certain nombre de raisons à derrière. Ce public-là, il doit d'abord instinctivement rejoindre des gens comme moi pour les aider à développer leur marketing. Et en fait, il n'y a pas spécialement de marketing à améliorer, c'est déjà bien fait, c'est déjà optimal, etc. Et puis en fait, c'est au-dessus et c'est à ce moment-là qu'on arrive chez toi en se disant voilà, c'est pas factuel mon problème, enfin le problème est factuel, mais ça ne va pas être technique, c'est pas en améliorant ma page de vente, en améliorant ma gestion, je sais pas, mes ressources, ma délégation, etc. que je vais développer. C'est vraiment un problème lié à ma personne. J'imagine que le chemin pourrait ressembler à ça, parce que j'imagine qu'au départ on a du mal à dire que c'est un problème de mindset plus qu'un problème métier. Mais oui, tu as raison, je pense que nos deux activités sont très complémentaires, parce que tu peux le voir toi-même, tu peux mettre des super trucs plein marketing, puis finalement ça fonctionne pas, et à un moment donné, je dis oui, les plans marketing, ils sont extrêmement utiles, enfin c'est extrêmement utile d'avoir des connaissances, savoir comment s'y prendre, mais pour autant que vous ayez ouvert l'espace du recevoir, parce qu'au fond, les êtres humains ont beaucoup de facilité à donner et ont beaucoup de difficultés à recevoir, d'une manière générale. C'est comme si le tuyau du donner était bien ouvert et le tuyau du recevoir, il est tout encombré, il n'est pas très accueillant en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment, je dirais que les stratégies marketing vont amplifier effectivement le succès que je suis prêt à avoir. Dans quelle situation toi, tu retrouves les gens, est-ce qu'ils ont une honnêteté par rapport à cette problématique-là? Est-ce que, parce que j'imagine quand ils repartent, ils ont découvert des choses sur eux, et est-ce que c'est quand même des choses qui sont quand même imaginées par les bénéficiaires de tes conseils? C'est vrai que je dirais qu'il y a un point commun chez toutes les personnes que je rencontre, c'est que, au fond, ils ont une prise de conscience que leur relation à l'argent n'est pas optimale. Parce que pendant longtemps que j'étais à la banque, j'avais d'excellents revenus et pourtant j'avais une peur de manquer monstrueuse. Mais je n'avais pas conscience. Il m'a fallu beaucoup d'années pour voir qu'en fond, toutes mes stratégies, d'économie, d'épargne et tout, c'était que des stratégies basées sur la peur, si tu veux. Et que c'est bien d'avoir de l'argent, mais si tu as de l'argent et que tu es bourré de peur, quelque part, ta vie n'est pas forcément très heureuse et joyeuse pour autant. Donc vraiment, ce sont des personnes qui d'un coup se rendent compte que ah ouais, là j'ai un problème, je vois bien que j'arrive pas à facturer, je vois bien que j'arrive pas à donner de la valeur à ce que je fais, je vois bien que mon business n'arrive pas à décoller. Donc tu vois, il y a vraiment une prise de conscience qui dit ok, il y a peut-être bien quelque chose chez moi qui fait que ça fonctionne pas. D'autres que tu auras peut-être toi parfois, ils sont pas prêts à aller voir parce que ça fait peur des fois d'aller faire un peu d'introspection, d'aller voir qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à donner de la valeur, quelle peur il y a derrière, qu'est-ce qui pourrait être problématique si à coup j'avais un immense succès. Parce qu'il y a toujours des bénéfices secondaires de rester dans une situation même inconfortable. Ces bénéfices secondaires cachés et inconscients évidemment. Mon job c'est justement de mettre de la conscience en disant tant que vous aurez des bénéfices cachés, il n'y a aucune raison à ce que ça décolle votre business. Parce qu'il y a de bonnes raisons de rester dans cette situation-là. Donc c'est important de les voir aussi. Et si tu veux, donc il y a vraiment cette prise de conscience qui fait que dire, ok, là maintenant, ce serait le moment de m'occuper de ma relation à l'argent parce que je vois bien que moi et l'argent, on n'est encore pas franchement copains ou pas franchement amis. Ma formation sur Internet d'ailleurs s'appelle Amis avec l'argent, c'est pas pour rien. C'est comment je peux développer une relation saine avec l'argent qui fait que l'argent est en soutien de mes projets professionnels plutôt qu'un blocage, un frein. Est-ce que justement, pour ces gens qui n'arrivent pas à tisser ce fameux lien d'amitié avec l'argent, est-ce que tu remarques qu'ils ont des histoires, des patterns qui se répètent dans leurs histoires? Est-ce qu'ils ont un petit peu un passé qui se ressemble entre eux? Alors, je dirais qu'il y a un certain nombre de points communs.
Ils n'ont pas forcément tous ces points que je vais décrire, mais l'un ou l'autre. Mais je dirais un premier point typique, si tu veux, moi je suis également formé aux approches systémiques, ce qui fait que j'ai aussi l'habitude d'aller voir un petit peu de quelle histoire je viens. C'est-à-dire qu'on vient pas de nulle part, tu vois, on n'arrive pas sur terre neutre, puisqu'on est le fruit de deux parents qui ont chacun leur histoire familiale avec une branche différente. Et quelque part que nous sommes influencés par cela. Je donnerai quelques exemples. Et si tu veux, en allant un peu creuser de là où je viens, un premier point, c'est que si je viens de la part soit de mon père, de ma mère ou des deux, qui a déjà des croyances sur les riches sont des malhonnêtes ou les riches sont des profiteurs ou des membres de la famille qui étaient communistes ou syndicalistes, quelque part, avoir du succès, c'est entrer dans le camp des mauvais. Gagner beaucoup d'argent, c'est entrer dans le camp des méchants. Donc, dans mon inconscient, il y a déjà quelque chose qui dit « Oh là là, je ne peux pas trahir ce côté-là de ma famille pour un certain nombre. » Ça va être inconsciemment, on va faire profil bas pour ne pas sortir du lot et passer de l'autre côté, tu vois. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi dans la généalogie, quand il y a peut-être dans ma famille que soit on vient de familles plutôt désargentées, avec des problèmes financiers de génération en génération, par appartenance, par loyauté familiale, on ne s'autorise pas à sortir du lot. Ou alors on s'autorise à faire un peu mieux, mais pas beaucoup mieux. Tu vois, on a peur d'être comme rejeté de la famille, de ne plus être en appartenance. Voilà, exactement. Sortir du clan, ça peut être ça. Ou à l'inverse, ça peut être que l'un ou l'autre, dans la généalogie, il y en a un ou l'autre qui ont réussi, mais ça s'est mal passé pour eux. Moi, j'ai vécu tellement d'histoires mal passées. Certains se sont fait tuer pour des histoires d'argent, se sont fait braquer, se sont fait spolier, mais aussi se sont mal comportés parfois aussi, ou ont eu des accidents, sont tombés gravement malades. Mais tu vois, les gens souvent ne sont pas conscients, donc ils viennent me voir, d'un coup ils voient que dans l'histoire familiale, celui qui a réussi, il y a eu un prix à payer. Et donc, il y a dans l'inconscient, réussir égale dangereux. Donc, à partir de là, je vais me limiter. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup sur la notion de déloyauté, comment on peut être loyal à certains aspects et des valeurs, et comment on peut être déloyal à d'autres aspects. Par exemple, je peux être déloyal à la croyance que les riches sont des malhonnêtes, des profiteurs et des choses comme ça. Ça pourrait être une chose, par exemple. Je peux être déloyal au fait que, moi c'est le cas dans ma famille, du côté paternel, tous ceux qui sont mis à leur compte, ils ont tous fait faillite. Donc c'est comme s'il y avait droit à un peu de réussite, après, ploups, on retombe à zéro et on revient de là où on vient, soit de familles très modestes, très terriennes, qui s'en sortent juste, on retombe dans le même schéma. Donc je vais être déloyal à ces hommes-là, et la déloyauté, c'est pas du rejet, hein, c'est pas un manque d'amour, c'est déloyal au fait d'attirer des situations, déloyal à des croyances, déloyal à des comportements, mais c'est pas aux êtres humains en tant que tels, si tu veux. On parle d'une peur, donc dans tout ça, il n'y a rien de rationnel évidemment. Et moi, juste pour parler de mon histoire personnelle, les fois où j'ai développé le plus de chiffre d'affaires, le plus de revenus pour ma boîte, ça a été les périodes les plus inconfortables et avec la plus grosse peur du manque qui soit possible d'avoir pour moi. Ça a été les fois où j'ai gagné le plus, c'est les fois où j'ai le plus peur de tout perdre. Et réellement, alors c'est pas, j'y réfléchis, j'en ai conscience. J'essaie de rationaliser les trucs en disant, j'ai X% de mon patrimoine à risque et le reste est safe. J'ai fait ce qu'il fallait pour ça. J'ai de l'épargne, j'ai fait ceci, cela. Mes business, ils fonctionnent comme ci, comme ça. Si j'essaie de rationaliser le truc, ça ne résout absolument rien. Et donc du coup, je rentre dans une espèce de spirale. Et surtout, c'est hyper cyclique. Est-ce que justement, toi, tu remarques que ces peurs-là, elles sont ancrées et elles ne bougent pas tant qu'on les a pas dégommées? Ou est-ce que tu remarques aussi certains cycles? Alors, je dirais qu'effectivement, cette peur-là, et je vois des entrepreneurs à succès qui viennent me voir parfois vraiment avec des gros chiffres d'affaires et tout, et pourtant la peur, elle reste. Donc vraiment, comme tu le dis, moi-même, dans mes clients à la banque, j'ai des clients millionnaires ou multimillionnaires qui avaient peur de manquer, malgré tout. Donc tu vois, ça montre bien qu'il n'y a pas de racine rationnelle. La grande majorité des gens qui ont peur de manquer n'ont pas de problème d'argent. Et pas de problème immédiat, parce que souvent, la peur de manquer, c'est une peur qu'un jour, il pourrait, tu vois, se passer quelque chose. Et c'est intéressant, cette peur de manquer, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, elle ne nous appartient pas. Parfois, c'est la peur, mon père ou ma mère avait une grosse peur de manquer, et j'ai comme, je dirais, énergétiquement, j'ai pris cette peur qui n'est pas la mienne, et que je porte.
Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu à travers les constellations systémiques familiales. Et que parfois, un des exercices qu'on fait, c'est de rendre ce qui appartient à l'autre. Parce que c'est pas parce que je prends la peur de l'autre que l'autre a moins peur. L'autre a tout autant peur, mais on la multiplie quelque part en la prenant. Tu vois, c'est pas que ça, si au moins ça soulageait l'autre, ça servirait en guillemets à quelque chose. Mais c'est pas le cas, en l'occurrence. Donc ça peut être ça. Et puis parfois, tu sais, ce que j'ai remarqué au niveau du cerveau, c'est pas moi qui ai remarqué, c'est les chercheurs qui ont remarqué, c'est que quand on a de grosses peurs, le meilleur moyen pour le cerveau, c'est d'avoir la chose. C'est-à-dire que si j'ai peur, si j'ai tellement peur qu'on me pique mon argent, le meilleur moyen de ne plus avoir peur, c'est de ne plus avoir d'argent. Je ne peux pas avoir peur qu'on me pique mon argent si j'ai pas d'argent. Tu vois, c'est la même chose pour certains, ils avaient tellement peur que son partenaire foute le camp, le meilleur moyen de ne plus avoir peur, c'est que son partenaire se barre, tu vois. Donc, ce qui fait que certains, effectivement, inconsciemment, je le vois, ils vont soit faire des mauvais choix qui fait qu'ils vont perdre de l'argent, soit ils vont se faire spolier, ils vont investir auprès de gens malhonnêtes ou prêter de l'argent auprès de gens peu scrupuleux qui va les rouler dans la farine, et quelque part, ils vont retomber là-dedans. Mais on va retomber là-dedans soit pour avoir moins peur, ou on va retomber là-dedans, soit pour revenir une fois de là où je viens. Un gars qui m'avait interviewé était beaucoup aux États-Unis, connaissait bien le monde du baseball. Il me dit, tu n'imagines pas le nombre de personnes dans le baseball qui gagnent des sommes de dingue et qui ont zéro argent. Et c'est pas étonnant parce que beaucoup, ce sont des gens immigrés, parfois, voilà, et autres, de milieux très modestes. Et c'est comme si eux, ils sortaient du lot et dans leur inconscient, tu vois, ils vont se retrouver dans des situations où on reste en appartenance, comme on le disait tout à l'heure. J'ai vu ça chez des footballeurs également, qui se retrouvent avec zéro, qui se sont fait rouler dans la farine par plein de gens mal intentionnés, mais inconsciemment, on les attire parce que inconsciemment, on cherche à revenir de cette situation-là. Quand on a peur justement d'être exclu de son clan par une réussite ou par autre chose, est-ce que justement tu as un conseil concret, une question qu'on devrait se poser pour justement conscientiser ce point-là? Alors, je peux le conscientiser déjà, je pense qu'on peut le conscientiser, mais des fois ça peut être... T'imagines pas le nombre de personnes qui disent ouais, mais je vais plus être aimé, je vais être jalousé, je vais être si par mes amis et tout ça. Moi, je leur dis toujours, mais écoute, toi, tes amis, est-ce que tu as envie qu'ils aient une belle vie et qu'ils réussissent, ou tu as envie qu'ils restent modestes pour pas te faire de l'ombre? Si tu veux qu'ils restent modestes pour pas te faire de l'ombre, ce ne sont pas des amis. C'est pas vrai, tu les utilises. À un moment donné, moi, mes amis, j'ai envie qu'ils aient la plus belle vie possible. Et si la plus belle vie, ça passe par une grande réussite, ben, je serai le premier heureux pour eux. Donc, s'ils sont vraiment des amis, ils devraient se réjouir pour toi. Et s'ils se réjouissent pas pour toi, tu peux te poser la question, te dire, est-ce que c'est vraiment des gens que j'ai continué d'envie de fréquenter? Et c'est pas différent avec les membres de la famille, quelque part. Moi, je dis, je ne fais pas ça pour ma famille, je fais ça pour moi, je fais ça pour mes clients, je fais ça parce que je m'éclate. Si les membres de ma famille sont contents pour moi, ben, c'est génial, on en partage, on en profite ensemble et on est heureux ensemble. Et puis si ils veulent pas être contents, ben, c'est leur vie. Mais moi, j'ai pas envie de me sacrifier pour ma famille, j'ai pas envie de me faire petit pour ne pas faire de l'ombre aux autres. Au contraire, je vois bien que quand je m'autorise à être moi-même, ça permet à d'autres d'avoir envie aussi de dire c'est possible. Me restant petit, ça n'aide personne, si tu veux. Donc, à un moment donné, c'est prendre ce recul-là, de se dire, mais est-ce que ma famille, est-ce que ma vie, elle peut continuer à être belle, que j'ai des contacts ou pas avec ma famille, quoi? Ma réponse, c'est oui. Je veux dire, c'est oui, ben, je suis marié, j'ai des super enfants, mais après mes frères et sœurs, ils font ce qu'ils veulent de leur vie, mes parents aussi. C'est leur vie à eux, c'est pas la mienne, tu vois. Donc, à un moment donné, si nos amis ou notre famille est plus importante que nous, ça parle aussi de l'importance qu'on se donne, quoi. Ça veut dire quelque part, c'est comme si ça c'était une télécommande et qu'on donne la télécommande de notre vie aux autres et vous dites pressez sur les boutons comment je dois me comporter et je vais être le programme que vous voulez que je sois, tu vois. C'est pas ça la vie, en tout cas c'est pas comme ça que je la conçois. Est-ce que tu trouves justement des cultures, des pays, il paraît qu'en France on a un problème avec l'argent, est-ce que tu trouves justement que ça c'est aggravant ou alors c'est des légendes? Chaque personne est différente et donc dans ce cas-là, chacun a sa propre histoire et on n'est pas forcément lié par cette fameuse culture. Mais pourquoi on dit qu'en France on a tant de problèmes avec l'argent? Est-ce que toi tu le remarques réellement? Alors moi j'ai envie de mettre du et, c'est-à-dire qu'on est influencé et par son histoire familiale et par sa culture. Et il est vrai que dans les pays francophones j'interviens, tant Suisse, Belgique, Luxembourg, le Québec en l'occurrence et la France, l'argent est un sujet tabou partout. Mais en France, il y a vraiment un niveau supplémentaire. Je dis souvent c'est tabou de chez tabou. En France, il y a vraiment quelque chose dans la culture française qu'on n'aime pas les riches.
On n'aime pas les gens qui ont de l'argent. D'ailleurs, on leur a coupé la tête à un moment donné, ceux qui avaient des privilèges. Et puis, il y a vraiment, tu peux voir, si tu réussis au niveau business, il y a vraiment cette idée de on va leur faire payer le prix, quoi. On va les taxer un maximum. Ben, même un président à l'époque a dit j'aime pas les riches, tu vois, qu'il l'a dit ouvertement. Donc il y a vraiment cet esprit-là d'être jalousé, si tu veux. Si tu gagnes de l'argent dans la culture, ça passe assez bien. Dans le sport, ça passe relativement bien aussi. Mais dans le business, ça passe très mal. Il y a vraiment une sorte de méfiance. Encore, je pense qu'ils sont encore des restes, encore de la révolution et tout. Méfiance de ceux qui ont, c'est forcément au détriment des autres. Tu vois, il y a vraiment cette sorte de culture, je trouve, qui est très forte. Ce qui fait que la France, c'est le seul pays où j'entends régulièrement vivons heureux, vivons cachés. Tu vois, il y a vraiment cette croyance de si je gagne de l'argent, si j'ai de la réussite, il faut pas le montrer. J'entends plein d'histoires comme ça dans mes ateliers de gens qui disent ah non, mais surtout on parle pas, on dit pas qu'on allait en vacances à cet endroit-là. Enfin, tu vois, déjà gamins quand t'entendais des histoires pareilles, donc déjà des peurs qui étaient présentes. Donc je pense que c'est un niveau plus élevé en France. Alors ça n'empêche pas qu'en France il y a des gens qui sont décomplexés avec l'argent, et heureusement, mais malgré tout ils en prennent plein la gueule très souvent. Je vois que dès que tu fais un peu, je vois sur les réseaux sociaux, quand il y a des gens qui ont de la réussite, il y a ceux qui vont les envier, qui vont dire c'est génial, mais il y a tous ceux qui vont les critiquer, et c'est assez fort. Les critiques sont très dures souvent, je trouve. Et alors qu'on ne connaît pas du tout les personnes. Et quand tu parles des réseaux sociaux comme ça, est-ce que justement il y a des réseaux sociaux, donc par exemple, moi je pense notamment à Instagram, qui est le réseau social phare justement pour montrer les signes extérieurs de richesse, etc. Est-ce que justement tu penses que la génération qui utilise Instagram, donc moi je dois faire partie des premières générations, j'ai 32 ans aujourd'hui, c'est à peu près ça fait 10 ans que j'utilise, est-ce que tu penses que justement on se rapproche d'un modèle plus anglo-saxon, peut-être plus américain du fait de montrer? Est-ce que justement on n'est pas en train de lisser tout ça, tout cet héritage est-ce que c'est pas en train de se moyenner en fait tout ça? Écoute, je pense que oui. Enfin, je pense en tout cas que les nouvelles générations sont en train de montrer de nouveaux modèles. Et dans ce sens-là, ça va changer. Après, honnêtement, j'ai pas assez de recul pour te dire ça. Euh, mais je pense probablement que oui, mais je manque de recul pour te donner une réponse un peu plus affirmative que ça. Il y a un mois ou deux, j'ai un ami qui s'appelle Enzo, qui est passé dans le podcast déjà, qui anime un podcast et qui a ressorti un petit bout d'une interview qu'on avait fait ensemble. Et je dis dans cette interview, si vous êtes un jeune homme, alors j'ai pris l'exemple d'un jeune homme, que vous avez absolument besoin d'acheter une bagnole d'occasion hors de prix, une montre et de cramer une bouteille de champagne en boîte et que vous avez vraiment besoin de le faire, de le vivre pour passer à autre chose, faites-le. C'est débile, mais faites-le. J'ai dit ça. Et je me suis fait défoncer dans les commentaires. Il a ressorti ça sur Instagram justement. Cet extrait-là, je me suis fait déboîter dans le truc. Est-ce que pour toi, tu penses que j'ai dit une connerie? Est-ce que tu penses que il faut pas se brûler les ailes pour comprendre qu'en fait, le soleil est chaud, que la plaque de cuisson est chaude et que du coup, est-ce qu'il n'y a pas besoin de justement se cramer un petit peu pour apprendre? Voilà. Est-ce que tu penses que j'ai dit une connerie? Tu peux me le dire aujourd'hui. J'accepte. Alors déjà, peut-être la première chose, mais je vais te répondre avec grand plaisir. Moi, je n'ai pas de jugement sur le comportement des uns et des autres avec l'argent. Alors, je me sens plus proche avec certains qu'avec d'autres, c'est évident, mais j'ai pas de jugement parce que je sais bien que les comportements ne font que cacher autre chose. Et moi, je préfère voir l'humain derrière le comportement plutôt que me focaliser sur le comportement. Et les gens qui t'ont craché, ils sont juste gardé le comportement, mais ils n'ont pas vu l'humain derrière. Moi, ce que je trouve intéressant dans ton partage, c'est que tu n'as pas dit, parce que si tu avais dit, ah ben vous verrez, avoir des grosses montres et puis se payer des bouteilles de champagne, ça c'est la vie réussie. Ok, là tu en es dans du bling bling, mais c'est pas ça. Quelque part dans ton message, moi ce que j'ai compris, je dis ben testez le truc, vous verrez ça, puis peut-être vous verrez bien qu'au fond c'est peut-être pas si important que ça, vous pourrez passer à autre chose. Plutôt que rester dans le fantasme, tu vois. Vivez-le une fois, puis des fois on vit le truc pour se dire ah ouais, j'avais imaginé un truc incroyable, puis finalement c'est un peu plat tout ça, tu vois. Donc moi je trouve c'est plutôt amusant cette manière de dire les choses, parce que c'est une manière de prendre du recul, se dire ou de prendre de la hauteur, se dire vous verrez, c'est peut-être pas ce que vous croyez. Donc non, mais simplement ce qui est intéressant, si tu veux, c'est juste de voir dans ces réactions-là le manque de prise de recul de ces personnes qui n'ont pas compris ce que tu voulais dire. Parce qu'au fond, pour moi, dans ce que tu voulais dire, oui,
moi, souvent, je dis, mais vous savez, à un moment donné, on fait la part des choses. C'est quoi qui te rend réellement heureux? Est-ce qui te rend réellement heureux? C'est effectivement, je peux connaître des personnes qui aiment les belles montres, qui les collectionnent, qui sont des amoureux de la mécanique. Pas de problème avec ça. Mais si je m'achète une belle montre juste parce que je veux faire croire aux autres que j'ai réussi, c'est que ça parle déjà de ma pauvreté intérieure, tu vois. Ma difficulté à me donner de la valeur, ce qui fait que je vais essayer de donner de la valeur sur des apparences. Mais c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est un peu vide. Et qu'une fois, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est juste de le voir et de l'observer. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui fait réellement une différence? J'ai la chance d'avoir une famille, des enfants qui ont ton âge, plus ou moins, et qui ont des super relations. Mais ça n'a pas de prix, quoi. Les moments qu'on passe ensemble sont tellement merveilleux, tellement joyeux, ça n'a pas de prix. Il n'y a rien au monde qui pourra dire, ben non, je préfère avoir des relations dégueulasses avec mes enfants, puis une plus belle maison, machin. Ça n'a pas de sens, tout ça, pour moi, tu vois. Donc, à un moment donné, on peut voir que l'argent est important dans le sens qu'il permet vraiment de faire des choses super, de vivre des moments magnifiques, de contribuer à des projets magnifiques, de contribuer à ses propres projets. Donc vraiment, on peut voir que d'avoir une super literie pour dormir, c'est quand même bien plutôt que de dormir dans des conditions dégueulasses. Ça fait partie de ma santé aussi, tu vois. Donc l'argent peut permettre des choses importantes et il y a des choses qui sont au-dessus de l'argent. C'est-à-dire que l'amour dans la vie, l'argent ne pourra jamais remplacer l'amour, si tu veux. On veut tous avoir de l'amour pour soi, pour les autres, d'être bien entouré, d'avoir. Ça, c'est des choses qui sont pas chiffrables, tu vois. On ne pourrait pas dire ça vaut combien, t'es prêt à donner combien pour avoir de l'amour dans ta vie, ça vaut combien d'être en santé, ça vaut combien. C'est bien d'avoir des millions, mais si t'es allongé sur un lit, ça te fera une belle jambe à un moment donné, tu vois. C'est pour ça que c'est important de différencier l'essentiel et l'important. L'important s'achète, donc c'est important, c'est pas négligeable. L'essentiel, on ne pourra pas l'acheter, ça s'entretient, c'est pas la même chose. Si tu veux, c'est comment je peux me donner de la valeur indépendamment de ce qu'on pense de moi, indépendamment de ce que je porte. Parce qu'autrement, si tu veux, si j'ai besoin de diplômes pour penser que je suis quelqu'un de bien, de beaux objets pour penser que je suis quelqu'un de bien, je suis déjà prisonnier, je suis dépendant de mon fonctionnement. Et je peux te dire, moi je suis quelqu'un qui était très dépendant du regard des autres, alors pas tellement sur les objets matériels, mais être quelqu'un de bien, être gentil, à correspondre aux attentes des autres, mais je m'étais perdu moi entre-temps. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai donné ma télécommande aux autres. Parce que je n'arrivais pas à me donner de la valeur, j'essayais d'aller quémander de la valeur à l'extérieur. Donc c'est une activité permanente d'apprendre à se donner de la valeur, être bienveillant avec soi-même, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre avoir plus le positif, le côté abondance plutôt que le côté manque, tu vois, chez soi-même. Parce que moi-même, j'avais des pensées j'étais jamais assez quelque chose, tu vois. J'étais dur avec moi-même. Est-ce que tu remarques que les gens qui ont un problème à justement se donner de la valeur ont également un problème à donner ou à apprécier la valeur des autres? Est-ce que si par exemple moi j'ai besoin d'avoir un lifestyle très bling bling, j'apporte de l'importance à ceux qui ont le même problème en face ou pas du tout? Est-ce que je comprends en fait que la personne à qui je veux ressembler a potentiellement les mêmes problèmes de valeur perçue, enfin de valeur voilà, comment expliquer ça, la valeur qu'elle se donne elle-même? Est-ce que je le comprends ou est-ce que je suis dans le mimétisme inconscient et aveugle? Si tu veux, en général, quand on a de l'admiration pour des personnes, il y a des choses en elles qu'on aimerait être comme elles. Mais ça peut être autant dans un style de vie pour certains. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Tu as certains qui se montrent sous leur meilleur jour. Alors moi, avec un peu de recul, je peux voir que ça peut être caricatural des fois parce que je sais très bien que la vie, c'est pas juste ce que je veux montrer. C'est juste une facette de la vie que je montre. Mais si tu veux, je peux être admiratif. On me dit, oh, ça doit être génial d'avoir une grande maison, un bateau, un machin ou tout ça. Voilà. Et on peut avoir une sorte admirer un style de vie que j'ai envie de vivre. Mais souvent, ça peut cacher autre chose. Par contre, je peux aussi admirer des qualités. C'est-à-dire que je peux être admiratif de quelqu'un en disant, waouh, quel courage il a. Waouh, il parle tellement bien en public, j'adorerais être comme ça. Donc, si tu veux, c'est pas tout à fait la même chose. Une fois, c'est des qualités que j'aimerais avoir et que je ne me reconnais pas. Et puis une fois, j'ai une croyance que ce style de vie changerait ma vie et m'amènerait à être heureux. Mais au fond, c'est deux choses différentes. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que tu as l'effet inverse. Tu as l'effet inverse, enfin, tout ça, c'est ce que j'appelle l'effet miroir. J'ai développé dans un livre qui s'appelle Enfin libre d'être soi-même. L'effet miroir est super intéressant parce que l'effet inverse, c'est quoi? C'est quand quelqu'un a une attitude qui m'agace, mais je parle bien d'une attitude qui m'agace, ça parle aussi d'une partie de moi que je n'aime pas et que je ne veux pas voir. Tu vois, et quelque part, c'est ça qui s'est manifesté chez ceux qui t'ont jugé durement, c'est un effet miroir.
Et je donne un exemple que j'ai vécu moi-même, hein, Peter Koenig m'a fait voir ça. C'est qu'à un moment donné, j'étais à Bruxelles, je me paye un hôtel de merde, et vraiment, je me suis retrouvé dans un hôtel de passe, une nuit épouvantable et tout, un bruit pas possible dans les couloirs. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que je me paye dans des hôtels pareils? J'étais encore dans mes peurs de manquer, de pas trop dépenser, tu vois. Et à un moment donné, il m'a fait voir que ça venait réveiller quelque chose en moi, et il m'a fait montrer que c'était le côté superficiel. Et au fond, je me suis rendu compte que les gens qui avaient des habits de marque, des machins à l'époque, ils m'agaçaient. Pourquoi? Parce que ils m'agaçaient. Et Ouais. eux n'avaient rien à voir, hein, c'était de moi à moi que ça se passait. C'était juste un reflet chez moi. Pourquoi? Parce que moi, je les voyais comme, ils sont très jolis à l'extérieur avec leurs beaux habits, mais ce sont des coquilles vides. Tu vois? Parce que certains, en tout cas que je connaissais, accordaient tellement d'importance aux marques que je voyais que je pouvais bien voir qu'ils se donnaient de la valeur à travers les marques. Mais moi, où j'étais pris au piège, c'était quoi? C'est que j'étais incapable de m'acheter un habit de marque, même si je le trouvais beau, par peur d'être vu comme superficiel. Je ne supportais pas le côté superficiel en moi, je le rejetais, et donc, quelque part, je me limitais également. Donc, je ne m'autorisais pas non plus à de belles choses, ça aurait pu être un bel hôtel aussi, parce que je ne voulais pas être perçu comme ça. Tu vois, mais ça, c'est plus quand quelque chose t'agace chez quelqu'un, c'est pas que tu vas avoir le même comportement, c'est que le jugement que tu vas balancer sur lui, c'est qu'un superficiel, il parle d'une partie de toi que tu n'aimes pas et que tu rejettes et qui te coince, qui t'emprisonne. Donc tu n'es pas vraiment libre aussi longtemps que tu ne t'autorises pas à juste être toi-même. Parce que maintenant, je m'achète les habits que je veux ou je vais dans les hôtels que je veux, ce que les autres pensent, ça leur regarde, ça les appartient. Je veux dire, la plupart du temps, je m'en fous. Je ne veux pas dire que je suis jamais affecté. La plupart du temps, je m'en fous. C'est leur histoire à eux, c'est pas la mienne. J'ai l'impression que depuis qu'on a démarré cet épisode, la corrélation, en fait, elle est évidente maintenant, mais la corrélation entre l'argent et l'image, elle est hyper forte. Oui, bien sûr. Surtout si tu veux, surtout si tu crois que l'argent te définit, tu es déjà prisonnier. Et on le voit, hein, on le voit chez les entrepreneurs parfois, qui peut être le piège. Ah ben oui, je suis quelqu'un de bien, parce que je fais 500 000 ou 1 million de chiffre d'affaires, prendre cet exemple-là, pas j'ai 10 collaborateurs, pas j'ai ci, pas j'ai ça. Je suis déjà pris dans un piège. Et, et au fond, je crois vraiment que et j'ai la chance d'être entouré d'entrepreneurs à succès aussi, et des gens magnifiques que je trouve parce que ils ont gardé cette humilité, parce qu'ils savent que eh ben, la réussite, c'est génial d'avoir de la réussite, c'est génial d'avoir du succès, mais ils savent que c'est pas les vraies valeurs de la vie, c'est pas ça, c'est une contribution. Moi, je dis toujours, moi, je suis beaucoup branché sur cette notion de contribuer. Je suis un obsédé de la contribution. C'est comment je peux contribuer toujours mieux à mes clients, parce que c'est ça qui donne du sens à ma vie. Et la conséquence, c'est que mieux je contribuerai et plus je contribuerai à mes clients, la conséquence, c'est que je gagnerai plus d'argent. Mais tu vois, c'est la différence entre je suis focalisé sur mon chiffre d'affaires et quelque part, parfois ça peut être au détriment du client, si on est honnête. L'éthique n'est pas toujours aussi présente qu'elle pourrait. Ou alors je me concentre sur amener la meilleure plus-value possible à mes clients. Et si j'ai débouché un peu ce qui m'empêche de recevoir, la conséquence, c'est que j'aurai plus d'argent, j'aurai un beau succès financier. Mais ce qui me rend vraiment heureux, c'est vraiment que je reçois des retours de mes clients qui me disent waouh, tout ça, qu'est-ce que ma vie a changé, j'ai pu donner mon congé comme salarié, je fais enfin un job où je m'éclate. Ça fait super plaisir. Ça me met plus en joie que le niveau de mon compte en banque. Je ne suis pas en train de dire que je m'en fous du niveau de compte en banque. C'est pas vrai. Hein, mais si tu veux, ça ne sera jamais la même joie que la personne qui vient te dire merci. Parce que quel bonheur de t'avoir rencontré sur mon chemin de vie. Comme il y a plein de gens que j'ai rencontrés sur mon chemin de vie qui m'ont changé également, transformé. Tu t'es toujours connu avec ces valeurs-là? Ou est-ce que justement tu as dû... c'est un chemin et tu as appris à te connaître au fur et à mesure? Alors, je dirais qu'il y a des points communs. Quand j'étais conseiller en placement financier, j'accordais énormément d'importance à l'éthique, à l'honnêteté. Si tu veux, je dis toujours, moi, si le produit qu'on me demande de vendre, je ne peux pas le proposer à mes parents, c'est exclu, je ne le vends pas. Et je peux être très mauvais en statistique sur certains produits que d'autres cartonnaient, parce que je ne le sentais pas. Et puis à d'autres endroits, je pouvais être génial parce que je pensais que c'était vraiment un bon produit et je pouvais cartonner. Donc si tu veux, cette honnêteté était toujours présente en moi et j'avais des super relations avec mes clients. J'étais invité chez eux, je les invitais à la maison, certains, pas tous bien sûr, mais si tu veux, parce que j'avais une capacité à créer de la confiance avec les gens qui étaient au-dessus de la moyenne. Et t'imagines pas le nombre de mes clients dans la banque qui ont pleuré dans mon bureau parce que j'étais pas conscient de ça, mais j'avais un côté très sécurisant,
un peu thérapeute, un peu si tu veux. Ils osaient venir s'ouvrir vers moi sur plein d'autres thèmes que l'argent. Donc j'avais ce côté, mais je n'étais pas conscient de ça. Avec les années, je me dis, mais au fond, le métier que je fais aujourd'hui, je l'avais déjà dans mes gènes, si tu veux. Simplement, d'être conseiller en placement financier, c'était beaucoup trop restrictif pour moi par rapport à tout ce que j'avais apporté. Donc j'avais une capacité, si tu veux, à comprendre les comportements des gens, à voir l'irrationalité que mes collègues, que j'en parlais visiblement, ils disaient ah ben oui, t'as raison, je l'ai jamais vu. Tu vois, très souvent j'entendais ce genre de choses là. Donc j'avais ces qualités-là, mais je dirais qu'elles elles pouvaient pas s'exprimer aussi bien qu'elles pouvaient dans un cadre très fermé qu'était la banque par rapport au cadre que j'ai aujourd'hui. Et tu sais, on le voit un peu dans la discussion qu'on a, quand on vient travailler ce rapport à l'argent avec moi, in fine, on parle très peu d'argent. L'argent est vraiment une porte d'entrée qui est très révélatrice d'autre chose. On va voir ce qui est révélé, on va voir ce qui a changé, et après, c'est intérieurement que je change. On parle de mindset, mais intérieurement, mon regard sur moi change. J'ai un regard plus bienveillant, avec plus d'amour pour moi-même, et automatiquement, ça change dans ma vie. Donc, les incidences, elles sont beaucoup plus vastes que juste une question d'argent. Ça commence vraiment de ma relation de moi à moi pour commencer. Il ne t'arrive pas justement de refaire le chemin inverse, donc du coup, à l'époque où tu étais banquier, de parler de l'argent à travers le mindset, et là aujourd'hui, ce qui t'arrive d'être justement le coach, le thérapeute, je sais pas comment tu te décris, mais du moins l'oreille, et du coup de dire mais ok, mais dans ton cas, peut-être que techniquement l'argent tu devrais faire tel ou tel placement pour te rassurer. Pour toi, ça n'est pas ça résoudre le problème, c'est l'introspection, c'est creuser, c'est bien ça si je comprends. Oui, parce que si tu veux, aussi longtemps que j'ai besoin de quelque chose à l'extérieur pour me rassurer, je suis déjà pris. Donc si tu veux, mon mentor Peter Koenig, et j'ai vraiment la même philosophie que lui, il disait, mais in fine, le but ultime, c'est quoi? C'est que je puisse être serein, quelle que soit ma situation financière. Parce que tu vois, autrement, si je suis serein parce que j'ai 10 000, 50 000, 100 000, ou je sais pas quoi, ou une maison payée, je suis encore dépendant de quelque chose d'extérieur. Ça veut dire que ces gens-là, eh ben, je connais des gens, ben oui, je suis serein, j'ai 100 000, oui, puis dès que ça passe à 90 000, à 80 000, ils se mettent à surstresser. Donc tu vois, c'est encore un lien de dépendance. Donc l'idée, c'est vraiment comment petit à petit je peux déconnecter l'argent de ma sérénité pour que l'une ne dépende pas de l'autre. C'est un chemin, hein, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, évidemment. Mais simplement, j'ai plein de témoignages de gens qui me disent, tu sais, déjà des fois ils sont salariés et autres, ils disent je gagne pas plus, mais je suis tellement plus zen dans ma vie, tu te rends pas compte la différence que ça fait, quoi. Et c'est vrai que ça fait une grosse différence. Si je suis stressé tout le temps, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de stress. Aujourd'hui, du coup, pour parler un peu plus de toi personnellement, quel est ton quotidien? Il ressemble à quoi? Et de quelle manière, justement, tous les conseils, toutes les personnes que tu accompagnes, tu délivres justement tout ce qu'on est en train de se dire là? Alors, je dirais dans mon quotidien, il y a deux aspects très différents. Il y a le quotidien où je suis en animation, je suis en intervention, que ce soit en présentiel ou que ce soit j'ai des formations sur Internet aussi. Donc là, je suis vraiment à l'œuvre, je dirais, voilà, sur le terrain, on peut dire comme ça. Et puis après, et ça c'est, je dirais, si je suis honnête, c'est ce qui me fait le plus kiffer, hein. Ça c'est vraiment ce que j'adore, c'est vraiment c'est de faire vivre ce chemin de transformation, de prise de conscience, même les conférences, je vois les gens qui ouvrent les yeux toujours plus grands, qui sont en train de comprendre leur fonctionnement à travers ce que j'amène. Donc d'un coup, je vois qu'ils me disent, ah ouais, comme moi, ça m'a fait la même chose que j'ai connu Peter Koenig, quoi. Il a mis des mots sur ce que je vivais depuis 25 ans sans en être conscient, toi, sans arriver à avoir cette clarté-là, si tu veux. Donc ça, c'est vraiment la partie que j'adore le plus. Et faire des interviews avec toi et d'autres aussi, j'adore ça aussi parce que c'est comme si je faisais ce pourquoi j'étais né en quelque sorte, tu vois. Et après, il y a toute l'autre partie. Ben, l'autre partie, c'est réfléchir à de nouveaux programmes, c'est de voir comment je peux améliorer les choses, c'est de faire des lectures, c'est de suivre moi-même des formations, c'est de mener mon équipe également, c'est de prendre du temps pour moi de la nature pour réfléchir à ma vision, là où j'ai envie d'aller. Enfin, toute cette partie-là, elle est tout aussi importante parce que si je faisais que de l'animation, je me brûlerais, mais je suis aussi un chef d'entreprise qui a besoin de prendre un peu de recul et de hauteur de temps en temps pour voir qu'est-ce qu'il a envie de faire et de mener, si tu veux, tu vois. Donc c'est vrai que je rencontre plein de gens fantastiques dans mon métier, qui sont autant les gens que je rencontre en atelier, parce que ce sont tous des gens en chemin, et je trouve c'est génial de se rencontrer entre personnes en chemin qui ont envie d'aller mieux et qui ont envie de proposer encore mieux et d'être participant à une société encore plus joyeuse. Et puis j'ai plein de partenaires aussi
d'autres entrepreneurs que je rencontre, que je vois également, où on s'encourage, on s'entraide, on se soutient. Quel a été le regard de tes collègues en banque quand tu as annoncé, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, ou quand ils l'ont découvert, que tu partais de la banque? Est-ce que tu es arrivé de suite à faire ce que tu fais là? Et quand ils l'ont su, ça a été perçu comment? Alors, je dirais les quelques collègues avec qui j'ai gardé des contacts, ben, si tu veux, quand j'ai perdu mon job, euh, j'ai vu que les gens, ils osaient plus me croiser dans le travail tout de suite, tu vois, parce j'étais dans les premiers, on était 5000 hein, quand même, finalement, mais au début, j'étais dans les premières vagues, si tu veux. Et j'ai écrit une lettre à tout mon réseau à la banque en leur dire que j'étais pleinement à l'aise avec ce qui m'arrivait, que j'étais très tranquille, très serein et que j'ai beaucoup donné, je reçois beaucoup aussi avec un plan de sortie. Donc moi je suis très à l'aise avec ce qui m'arrive. Donc déjà les gens m'ont écrit, me disent ah, comment est-ce qu'on peut vivre les choses comme ça? J'étais sûr qu'on était tout le monde était au fond du trou, alors que moi j'étais vraiment très tranquille. Tu vois, le jour où j'ai appris mon licenciement, j'ai ouvert une bonne bouteille économie pour célébrer la nouvelle vie qui s'annonçait, pour te dire. Tu vois, le soir même, tu vois. Donc, j'avais vraiment ce côté, parce que j'avais déjà aussi passablement assaini ma relation à l'argent, ma peur de manquer avait déjà disparu aux 2 tiers, je dirais peut-être, ou en tout cas une bonne moitié, ce qui fait que j'étais beaucoup plus relax. Et si tu veux, ceux qui m'ont suivi étaient plutôt admiratifs, parce qu'au fond, si je pense que la grande majorité d'entre eux ne sont plus à l'aise dans ce qu'ils font. La grande majorité d'entre eux rêveraient de faire un métier qu'ils aiment, mais justement leur peur avec l'argent, leur peur des conséquences, si ça ne marche pas, font que comme malheureusement encore beaucoup trop de monde aujourd'hui dans la société, restent prisonniers d'un emploi qui ne leur convient plus. Donc j'ai plutôt eu des encouragements, des gens qui étaient vraiment contents pour moi parce que j'avais des bonnes relations avec eux, qui étaient plutôt réjouis pour moi de voir que je prenais mon pied et puis qui me suivent encore ça fait 12 ans maintenant. Et il t'arrive d'avoir des banquiers dans ta patientèle, dans ta clientèle? Non, pas assez. Ça m'arrivait, si tu veux, ça m'arrivait, mais vraiment trop peu. Tu sais, même, j'ai proposé au début d'intervenir dans les banques sur la relation à l'argent, parce qu'on a des clients qui ont une relation à l'argent, enfin, comme nous. Et si tu veux, ça m'a permis de tellement mieux comprendre les comportements des clients que je me dis, ça pourrait être utile. Et tu sais ce qu'on me demandait quand j'en ai parlé à quelques banquiers, ils m'ont dit, si ça nous permet de gagner plus d'argent, ça nous intéresse. Et je disais, moi, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que ça vous permettra de mieux comprendre vos clients. Si ça a de la valeur, c'est vous qui savez. Mais on m'a jamais fait intervenir pour ça. J'ai fait 2 fois des conférences tout au début, mais c'est quand même intéressant. Tu vois, c'était dommage parce que vraiment, je pense que ça aurait de l'intérêt. Je serais patron d'une grande banque, je te prendrais en consultant pour me faire un pitch sur l'avatar client de la banque, les pain points de mon avatar client, quelles sont réellement ses douleurs, quelle est la situation finale qu'il espère, et je te demanderais de m'écrire un texte de vente pour justement arriver à séduire des clients en disant qu'en fait, chez nous, ils sont en sécurité. Voilà, je pose ça comme ça. Je sais pas s'il y a des banquiers qui nous écouteront, mais ils devraient être moins fade dans la communication, en tout cas. Je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, je trouve ça un petit peu fade. Si tu avais dû faire autre chose au départ, ça aurait pu être quoi? Je dirais avec le recul, je pense que plutôt que des études d'économiste, j'aurais dû faire des études de psychologie. Parce qu'au fond, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la psychologie humaine, la complexité de l'humain. Moi, je suis fasciné par la complexité de l'humain qui a un potentiel de fou et qui a des freins de fou, quoi. Il y a les deux. L'un n'existe pas sans l'autre, toujours, si tu veux. Mais tu sais, j'ai retrouvé un livre que j'avais acheté là, qui s'appelle Psychologie et tennis. C'était un livre révolutionnaire à l'époque. J'avais 21 ans, donc j'ai 30 ans de plus que toi. Hein. Donc tu vois, on parle d'une vieille histoire, on parle début des années 80. Donc un livre révolutionnaire et que j'ai du stabilo partout dans ce livre-là. Il avait déjà changé ma manière d'appréhender la compétition sportive à travers ce truc-là et j'ai retrouvé un professeur de tennis qui me dit, mais à l'époque, ce livre, c'était la grande révolution. Donc moi, à l'époque, ce livre-là, j'avais déjà ça dans les gènes, alors que j'étudiais l'économie. Donc au fond, je ne me connaissais pas assez à l'époque pour comprendre que ce qui me passionnait, c'était ça. Mais surtout, j'avais tellement peu d'estime de moi à l'époque aussi, mais j'avais déjà ça dans les gènes, je pense. Tu parles de bouquins, est-ce que justement tu as des ouvrages à nous recommander sur ce sujet? Bien sûr. Ouais. Non, alors bon, si tu veux, si j'ai écrit le livre Ce que l'argent dit de vous, c'est que j'avais trouvé aucun livre qui me convenait réellement, qui correspondait vraiment à ma philosophie. Peter Koenig en avait écrit un, mais que je trouvais qu'il était, on le trouve plus maintenant en plus, mais qui était très peu accessible, qui manquait beaucoup d'exemples. Donc je l'ai écrit, il a beaucoup de succès et je l'ai en plus réédité maintenant en 2021. Je pense que c'est vraiment pour moi le livre de référence sur ce thème-là, si on veut vraiment prendre de la hauteur sur nos comportements. Et puis je pense que le deuxième livre que j'ai écrit aussi, Enfin l'idée de soi-même, qui parle d'autres thèmes, mais beaucoup des relations miroirs, de nos ombres et tout,
Et vraiment aussi, les retours sont vraiment très très bons, permettent vraiment de comprendre aussi notre mécanisme, nos fonctionnements, nos interactions les uns les autres et comment les rendre plus fluides, comment justement arriver à être détaché du regard des autres, parce que qui est toujours la plus grande prison des êtres humains, pour moi, c'est la peur du regard des autres. Ça, je vois qu'on soit millionnaire ou pas, les gens sont pris par la même problématique, que ce soit ma famille, mes amis, mes collègues, mon patron, voilà, etc. C'est vraiment un truc qui ressort. Moi, je m'intéresse vraiment maintenant aussi à ce qui se passe un peu. Les neurosciences sont en train, je trouve, de montrer plein de choses de fonctionnement d'être humain de manière un peu plus pointue, qu'on connaissait déjà intuitivement ou pas aussi avant. Mais je trouve c'est intéressant d'aller pouvoir mettre des mots là-dessus, si tu veux. Je trouve c'est important de pouvoir comprendre la mécanique avec des références scientifiques sans être uniquement resté dans le côté scientifique, de rester vraiment aussi plongé dans l'humain. Parce que si tu veux comprendre avec sa tête, c'est bien, mais la plupart du temps, c'est pas suffisant. Ça demande d'aller plonger un peu à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je lis énormément de choses. Mais ce que j'ai pu voir avec la lecture, si tu veux, c'est qu'il y a des livres qui m'ont beaucoup aidé à une époque. Et puis d'autres personnes, c'est pas le bon moment pour eux. Enfin, il y a vraiment les livres, ils ont une sorte de rythme juste. Tu vois, j'ai acheté des fois des livres que je lis des fois 3 ans ou 5 ans après, et c'est le bon moment pour moi, quoi. Mais avant, j'étais pas prêt à entendre ça. Mais des livres comme La prophétie des Andes, c'était des découvertes pour moi, par exemple. J'aime beaucoup les livres que j'appelle des romans initiatiques, où vraiment ça se lit comme un roman, mais il y a plein de messages, il y a plein de pépites. J'aime bien les livres de Laurent Gounel, son dernier, il est juste incroyable, qui parle de la crise qu'on a vécue, mais d'une manière, je trouve, magnifique, par exemple. Et quand toi, tu es dans un process d'écriture, justement, tu te bases beaucoup sur des expériences que tu vois à travers tes échanges avec tes clients, ou justement, non, tu restes plus théorique, tu restes plus macro. Moi, je dirais dans mon style, j'aime beaucoup partir d'expériences. Des expériences, c'est mes clients et les miennes. J'ai une chaîne sur YouTube où je partage beaucoup de vidéos. C'est que ça, c'est mes propres expériences, c'est mes propres prises de conscience et c'est ce que vivent mes clients. Parce que je crois beaucoup à l'effet miroir. C'est-à-dire que c'est pour ça que je ne fais pas d'accompagnement individuel. Parce que le travail en groupe est tellement plus puissant pour moi. Je vois quand quelqu'un avec une situation, il y a 3-4 autres qui sont en train de vivre la même. Et quand on travaille la résolution d'une situation, il y a 3-4 autres qui la font en même temps. Donc il y a vraiment un côté accélérateur, il y a vraiment un côté énergie qui est tellement plus forte en groupe. Et surtout sur un sujet un peu tabou comme l'argent, c'est surtout important d'en parler au public parce que les gens se disent ouais, mais au fond on est tous les mêmes. Je dis mais bien sûr qu'on est tous les mêmes. Chacun croit honteusement que ses problèmes c'est juste lui, mais non, ces problèmes ils sont plutôt universels si tu veux. Et ça fait beaucoup de bien de pouvoir parler d'argent, de ces problématiques. Ça, c'est très libérateur, déjà juste ça, c'est très libérateur. Donc c'est pour ça que si tu veux, des fois dans les ateliers, je vois qu'il y a des gens qui amènent des situations que d'autres personnes ça leur pète à la figure, qui disent ah oui j'ai la même, mais je me rendais pas compte. Donc, il ne l'amènerait jamais en individuel, mais le groupe fait que des fois, c'est comme si on n'arrive pas à passer à côté, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup le travail en groupe, parce que je trouve vraiment qu'il y a un côté accélérateur, un côté puissant, et on parle de manière, finalement, on se rend compte que quand on vient parler de relation à l'argent, on parle de soi de manière très intime, quoi. Si tu te basais sur des exemples et tu dis que pas que pour écrire, mais également dans tes accompagnements, l'exemple il est important et l'effet miroir, non, ouais, je suis ouais, carrément ok. Et du coup, maintenant, la suite, pourquoi? C'est quoi les prochaines étapes? Ton calendrier, tu viens donc du coup de republier ton livre il y a quelques mois maintenant. Quels sont les prochains steps? Alors, si tu veux, moi j'ai vraiment ma vision, c'est vraiment de pouvoir toucher, impacter un maximum de monde, vraiment une transformation sociétale, parce que je crois vraiment que les problèmes d'argent expliquent, enfin nos comportements avec l'argent, je parle d'un point de vue général, expliquent pourquoi notre société est dans cette situation-là aujourd'hui. Autant l'attitude des milliardaires que l'attitude des gens qui sont en surendettement, on peut vraiment voir du sens et comprendre ce qui se passe et que tout ça n'est pas au service de l'ensemble de la société. Et si tu veux, le dernier pas que j'ai fait, c'est maintenant que une fois par année, je forme 10 personnes à devenir spécialistes de la relation à l'argent. Je fais ça avec mon épouse d'ailleurs aussi, qui connaît très bien ce thème-là. Et donc c'est encore une manière d'ouvrir toujours plus grand, tu vois, de trouver d'autres praticiens qui vont faire à ma place. Et je suis en train maintenant de réfléchir à trouver peut-être des produits, je dirais, qui seraient plus porte d'entrée
encore pour faire des premiers pas pour toucher un maximum de monde. Parce que je crois là qu'on va au-devant d'une période quand même plutôt compliquée, une période avec beaucoup d'inconnus. Voilà, on ne sait pas trop où va l'économie, on ne sait pas trop où va l'inflation, on ne sait pas trop quels seront les problèmes énergétiques qu'on va trouver. Enfin, pour moi, c'est évident qu'on est dans une bascule de société, je suis absolument clair. Et je pense que toute bascule ne se fait pas sans casser des œufs et que vraiment, aujourd'hui, plus que jamais, d'arriver à prendre du recul, d'avoir un peu de sérénité, de prendre de la hauteur sur ce qui se passe plutôt qu'être pris émotionnellement par ce qui se passe, ça va être absolument indispensable pour tous les entrepreneurs, mais pas que les entrepreneurs d'ailleurs, pour pouvoir faire des bons choix. Tu vois, quand on fait des choix à partir de la peur, ce ne sont pas des bons choix. Et Dieu sait si j'en ai fait, et j'en fais probablement encore, de moins en moins, mais encore. Donc cette capacité à pas, tu as vite être dans l'émotionnel, vite, 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 il faut faire des choses. Non, 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 on prend le temps, on respire, on se calme, on discute avec moins d'autres personnes, on dit, ok, qu'est-ce que c'est le prochain pas à partir d'un endroit un peu plus apaisé. Donc si tu veux, je suis en train de préparer là maintenant je dirais des capsules, des choses qui vont justement être des premiers pas pour justement soutenir les personnes, un maximum de personnes à pouvoir faire ces premiers pas. Après, elles iront plus loin avec moi si elles en ont envie, mais faire ces premiers pas pour d'entrée. Très bien. Si on veut te suivre justement, si on veut te contacter éventuellement, si on veut regarder tes programmes, où est-ce qu'on peut se retrouver tout ça? Alors, ma formation, mon site internet, c'est comme ma première lettre de prénom, Juno, avec un D au bout, conseil au singulier, donc c'est junoconseil.com. Et puis là, il y aura effectivement mes différentes activités d'information et il y aura les différents liens. J'ai une chaîne YouTube à mon nom, j'ai une page Facebook Christian Junot Pro, Insta également, la même chose, sur LinkedIn. Voilà, c'est principalement là qu'on va me trouver également. Merci beaucoup. Un sujet qui m'a été demandé à travers les différents accompagnements que je fais auprès d'entrepreneurs. Alors, il n'a pas été réellement demandé, mais on a levé le loup par rapport à ce que tu disais, qui était on peut mettre en place ce que l'on veut dans nos business. Si on n'est pas à l'aise avec le fait de gagner de l'argent, ça ne fonctionnera pas. Et on le remarque vraiment d'une manière opérationnelle. On le voit, on accompagne des centaines d'entrepreneurs et on voit vraiment que c'est un problème récurrent. Et donc du coup, merci Christian d'avoir accepté cette invitation. On a répondu à une partie des questions en surface. Après, pour aller plus loin, on peut voir directement avec toi. C'était un plaisir de pouvoir échanger. Je vais mettre tous les liens pour pouvoir te suivre. Et puis, si tu veux conclure, si tu veux nous donner un ultime conseil avant de rendre l'antenne, comme on dit, je suis preneur. Ok, avec plaisir. Déjà, merci pour ton invitation aussi, ça me touche beaucoup, effectivement. Je crois vraiment que, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment des liens entre ce que tu fais toi et ce que je fais moi. Et que ça s'enrichit mutuellement l'un et l'autre d'ailleurs. Et puis oui, ce que j'aime à dire, c'est que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer. Trop souvent, l'argent est vu comme un frein, un blocage et tout ça, et qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui ont des pépites en elles qu'elles n'arrivent pas à proposer au monde. Et je trouve que c'est du gâchis parce que tout ce que nous nous proposons, tout ce que nous n'offrons pas comme talent et comme don au monde, le monde entier est orphelin de ce que nous ne donnons pas. Donc moi j'ai vraiment envie de faire en sorte que si l'argent est un frein, occupez-vous de votre relation à l'argent parce que c'est trop dommage de ne pas offrir les talents qu'on a. Donc ça c'est mon job, mais après ça c'est juste ma partie. Mais la vraie partie c'est que plus on sera nombreux à faire ce qu'on aime, mieux notre société se portera. Et c'est ce que je souhaite en tous les cas. Je suis 100% aligné avec ce que tu viens de dire. Le message est passé. J'espère que cet épisode a plu au plus grand nombre. J'ai pas trop de doutes. Une dernière fois, Christian, merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde et à bientôt. À Merci bientôt.